Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai un cancer du poumon et qu'on a découvert ça à cause d'une coupe de cheveux? Et si tu veux savoir comment on passe de se couper les cheveux un dimanche soir à la maison à vous avez un cancer du poumon madame, t'es sur la bonne vidéo. Reste là et je t'explique tout ça. Salut mes gâtés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'avoue, le titre est un peu bizarre et le préambule également, mais c'est la stricte vérité. C'est tout aussi bizarre pour vous que pour moi. Mais on va discuter de tout ça. Alors, peut-être que je fais une vidéo sur un ton un peu enjoué, etc. C'est pas que je suis particulièrement heureuse de la situation ou je ne sais quoi, mais c'est que pour le moment, tout va bien. J'ai pas attaqué de rayon, j'ai pas attaqué de chimio, je suis en plein dans les gros examens. Et du coup, tant que j'ai pas commencé mes traitements, voilà, j'ai pas de souffrance particulière, etc. Mis à part les symptômes de ce cancer, mais je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, donc en soi, ça va. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important pour moi, c'est que je ne veux pas faire de ma maladie quelque chose de larmoyant, en tout cas pas pour le moment. Je veux dire, voilà, c'est le début du parcours. J'ai pas envie d'en faire quelque chose de triste, etc. J'ai pas envie de faire du mot cancer un tabou. C'est un mot qui fait partie des différentes maladies qui existent. C'est quelque chose qui arrive à plein de gens. Voilà, j'ai ni envie de tabouiser la chose, ni envie d'en faire un sujet extrêmement pathos, etc. Donc voilà, je vais en parler simplement. Si c'est un sujet qui est un peu trigger pour vous, qui peut réveiller des choses, voilà, n'hésitez pas à skipper, à passer sur une autre vidéo. Mais en soi, voilà, je vais en parler simplement et peut-être que ça va aider certaines personnes dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années en regardant cette vidéo, parce qu'en plus j'ai un cancer très particulier. J'ai un cancer de l'apex du poumon droit. Je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Mais du coup, voilà, c'est le début d'un parcours pour moi et j'ai envie de vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, c'est parti. Comment on passe donc de cette fameuse coupe de cheveux à ce cancer du poumon? C'est très simple. Un dimanche soir, je dis à mon mari, Jean, est-ce que tu peux venir m'aider? Je voudrais me couper les cheveux, mais j'ai besoin que tu viennes les couper toi parce que moi, je vois pas derrière. Donc, il me dit, ça va et pas de souci. Donc je sors le meilleur tuto YouTube et je lui dis je vais faire moi-même les sections pour pouvoir délimiter tout ce qui est à couper. Donc je me démêle les cheveux, mais c'est très rapide, je ne vais pas particulièrement de nœuds, donc ça va très vite et c'est important de comprendre que ça va très vite. Donc je passe juste un coup de brosse, je prends un peigne à queue, je délimite mes sections, j'attache avec un chouchou les parties à couper et pas à couper, donc ça va très très vite. Et c'est l'histoire de 2-3 minutes max. Et puis je dis à mon mari, purée, j'ai mal au bras, je sais pas ce que j'ai mal au bras. Et ça fait déjà un moment en fait que je me plains de ce bras. Quelques jours auparavant, j'ai voulu tondre la pelouse et en fait, en embrayant la tondeuse à gazon, au bout de 5 minutes de tonte, j'ai pas pu continuer parce qu'en fait j'avais trop mal au bras. J'avais le bras qui commençait, la main qui était bleue, j'avais le bras qui commençait à être douloureux. Avec les vibrations de la tondeuse, le fait de tenir embrayé, une fois que j'ai lâché, je n'avais plus du tout de force dans le bras, à tel point que je ne pouvais même pas ouvrir une bouteille d'eau. Donc c'est ma fille qui me l'a desserré et voilà, je me rendais compte qu'il y avait un problème et que c'était de plus en plus récurrent, ces pertes de force après certains efforts. Et je mettais ça sur le compte du canal carpien parce que c'était surtout la main, même si j'avais des douleurs là tout le long du bras, mais c'était surtout la main qui devenait bleue, qui s'endormait, qui avait des fourmis, qui était douloureuse, mais c'est une douleur sourde. Ça n'a jamais nécessité en soi que je prenne quelque chose pour apaiser la douleur, mais voilà, une douleur qui est là, qui est sourde, qui est en fond. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est plutôt quelque chose de désagréable que de douloureux en soi, mais voilà, il y avait ce rapport là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je fais mes sections pour mes cheveux, etc. Je lui dis j'ai mal au bras, et puis là je me rends compte que j'ai la main droite bleue, mais vraiment bleu violacé quoi. Mon mari, je lui montre, donc déjà je me plains de la douleur au bras et je lui montre mes mains côte à côte et en fait il me dit waouh, viens, vas-y, je t'amène à l'hôpital et tout, qu'est-ce que t'as? Je dis je sais pas, j'ai la main vraiment violette et j'avais un t-shirt à manches longues.
Et j'enlève le t-shirt à manches longues et en fait j'ai le bras violet jusqu'à l'épaule. Mais vraiment violacé, bleu. J'ai plus du tout de sensation dans le bras. C'est-à-dire que j'avais en plus de la douleur, j'avais des fourmis. Là j'avais la main toute froide. Plus du tout de sensation, le bras complètement endormi. Je lui dis écoute, on va pas aller à l'hôpital, c'est dimanche soir. La dernière fois qu'on est allé aux urgences, ça a duré des plombes. Je suis ressortie avec une pauvre ordonnance en me disant on ne sait pas ce que vous avez. Là ce que je vais faire c'est que d'abord je vais appeler le 15. Voir ce que le médecin régulateur du SAMU me dit. S'il me dit allez aux urgences, on ira aux urgences, mais s'il me dit que ça peut attendre, ça attendra. D'autant plus que j'ai rien qui me serre, etc. le bras, donc je suis mitigée entre c'est un événement passager et peut-être que j'ai une artère qui est en train de se boucher en fait. J'appelle le 15, je tombe sur le régulateur du SAMU qui me dit est-ce que vous aviez le bras en l'air? Et je lui dis oui, j'étais en train de me coiffer. Il me dit bah ça peut venir de là. Vous aviez le bras en l'air depuis longtemps? Et je lui dis non, c'était 2-3 minutes, pas plus. Il me dit bah moi je connais ce symptôme, c'est l'artère du bras qui peut se pincer dans l'épaule. Et donc ce qu'il faut faire c'est un scanner pour voir pourquoi votre artère elle est pincée. Et à ce moment-là, il me dit, je vous rassure, si vous baissez le bras, ça doit revenir. Déjà, ça, c'est ce qui est le plus rassurant. Donc effectivement, pendant que je lui parle, je baisse mon bras droit, je secoue ma main, etc. Je sens les fourmis qui arrivent, donc le sang qui recircule et le bras qui commence à reprendre des couleurs normales. Et donc je lui dis, effectivement, ça va, ça revient. Et il me dit, la plupart du temps, soit avec du kiné, on arrive à dénouer, on va dire, l'artère, la débloquer, l'aider à mieux transmettre le sang, soit ça peut nécessiter parfois une petite chirurgie pour venir la débloquer en fonction de pourquoi elle est comme ça. Ok, donc pas d'urgence, je prends quand même le soir même rendez-vous chez ma médecin et le problème avec ma médecin à l'époque, c'est que j'arrive quasiment jamais à la voir elle, c'est tout le temps des étudiants et ça me gonfle. Ça me gonfle parce que ces dernières années, j'ai eu beaucoup de soucis de santé. Il y a 1 an, je me suis fait opérer d'une fistule. Ça a duré 18 mois avant qu'on puisse me la diagnostiquer. J'ai dû faire tous les médecins du coin. J'ai dû faire une IRM et tout. En fait, personne. J'ai eu un autre problème de santé avant ça. Bref, j'ai fait énormément de trucs. À chaque fois, je tombe sur des étudiants, on me demande de réexpliquer mon dossier bien qu'il l'ait sous les yeux. Et en fait, ça me gonfle. Moi, j'ai envie d'être suivie. J'ai des problèmes de santé qui nécessitent un suivi de médecin. Si c'est juste pour un renouvellement de mon ordonnance pour mon Levothyrox, bah, je peux avoir n'importe qui, même un médecin en visio, ça pose pas de problème. Pour les soucis de santé que j'ai envie d'avoir un médecin qui me suit de A à Z. Bref, et je tombe donc sur une étudiante. J'ai rendez-vous dans la semaine. Je vais voir la médecin, donc je vois cette jeune femme que je ne connais pas parce que des fois c'est des étudiants où je les vois plusieurs fois, ils reviennent, ils sont récurrents. Là je la connais pas du tout. Je lui explique et elle me dit ben moi j'ai jamais vu ça, c'est trop bizarre, moi je peux rien faire pour vous. Et je lui explique ce que m'a dit le médecin du SAMU, que c'est des choses qui arrivent, qui connaît ce symptôme et qu'il faut un scanner. Et là elle tape sur Doctolib s'il vous plaît les symptômes, elle trouve rien. Elle me dit non, je vois pas ce que c'est, tout ça. Et puis là, on embraye sur autre chose. Je crois que je lui demande de me represcrire justement mon traitement pour la thyroïde. Et à la fin du rendez-vous, elle me dit bah, je suis désolée, mais pour le bras, moi, je peux rien pour vous parce que ça m'évoque rien. Sachant que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'entre-temps, elle me dit bah, en fait, en gros, elle doute de mon récit. Pour elle, c'est pas vrai parce qu'elle a jamais vu et clairement, elle doute. Donc, elle me dit sur ce ton-là, eh ben, on va recommencer l'expérience. Vous allez mettre le bras au-dessus de la tête et on va voir ce que ça fait. Sauf que ça le fait pas. Parce que ça le fait pas tout le temps. En fait, ça va dépendre des efforts que j'ai fait avant. Ça va dépendre aussi de la température. Ça va dépendre en fait de plein de choses qui s'expliquent maintenant que je sais ce que j'ai. Mais voilà, sur le moment, je sais que ça arrive pas tout le temps. J'ai pas tout le temps mal. J'ai pas tout le temps le bras bleu. Et heureusement. Donc, on refait le test. Il se passe rien, elle me fait des tests canal carpien et tout, elle me dit non, ça ressemble pas au canal carpien parce que alors là, peut-être je vais dire une bêtise, mais le canal carpien, c'est, je sais plus si c'est ces 2 doigts là ou si c'est ces 3 doigts là qui s'engourdissent, mais là, bref, c'est les 5 doigts, moi, qui s'engourdissent, qui bleuissent, parce que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. En fait, ça fait déjà plus d'1 an que j'avais mal à la main, mais moi, je pensais bêtement que c'était le canal carpien, tout simplement.
Et elle me dit non, c'est bizarre et tout, mais je peux rien pour vous. Et en fait, je me mets à pleurer parce que je me dis, mais encore une fois, je vais avoir un truc où personne ne va investiguer, ou alors les investigations vont prendre des mois et des mois, alors que le médecin du SAMU m'a dit, je connais ce symptôme, il faut faire un scanner. Et donc je pleure, je suis pas bien, ça me saoule et tout. Et elle me prend un peu en pitié et elle appelle une de ses collègues qui aussi fait des études, qui est dans un autre bureau, et elle lui dit, voilà, ma patiente, elle a ça, ça et ça. T'as déjà vu ça, toi? Et j'entends la fille qui lui dit, oui, oui, ça peut être dû à ci, ça. Elle raccroche, elle me dit, ah bah oui, ma collègue, elle me dit qu'elle a déjà entendu parler. Donc là, elle reprend son ordi, elle retape, elle voit effectivement que ça existe. Au lieu de me dire, bah excusez-moi et tout... Désolée, j'avais jamais vu ça, je connaissais pas. Vous rassurez-vous, on va faire les examens nécessaires. D'une part, elle ne s'excuse pas, soit. Et en plus, elle veut pas me prescrire l'examen adéquat. Elle me dit, on va juste faire une petite échographie. En fonction, on verra pour faire un scanner. Mais non, en fait, on va pas faire une échographie. On va faire un scanner. On te dit qu'il faut faire un scanner. Le médecin du SAMU m'a dit qu'il faut faire un scanner. Ta collègue, elle te dit oui, il faut faire un scanner parce que ça évoque tel truc. Et toi, tu veux, pour pas dire que t'as pas été compétente sur le coup, ce qui est normal, tu es étudiante, mais je pouvais pas lui dire tout ça, mais j'en avais franchement envie, mais j'étais pas du tout en état, mais j'avais envie de dire, mais t'es étudiante, c'est normal que tu saches pas, et que les patients en face de toi te décrivent des symptômes, ne les remets pas en doute, parce que sur une simple expérience, ça ne marche pas, enfin c'est un truc de fou quand même, bref, et je repars de là avec ma pauvre échographie, et là je me dis, mais c'est pas possible en fait, je vais pas m'en sortir. Quelques jours après, je tombe malade. Je prends rendez-vous chez les médecins d'urgence qui sont dans mon coin. J'ai rendez-vous vers midi, je prends rendez-vous, je lui explique que je suis malade, etc. Puis je lui dis d'ailleurs, il m'est arrivé ça il y a quelques jours, le bras, etc. Il me dit oui, je connais, c'est des symptômes qu'on ne voit pas souvent, mais qu'on connaît en tant que médecin. Il me dit c'est l'artère qui doit être pincée. Bref, même chose que le médecin du SAMU. Il me dit par contre, on va prescrire un scanner. Et donc, il me fait quelques tests, etc. Et puis, sur l'ordonnance, il marque scanner du bras, machin, je sais pas quoi. Et, entre parenthèses, possibilité, est-ce que ce serait pas une malformation ? Bon, je me dis, si j'avais une malformation, je le saurais, parce que ça ferait des années que j'ai ce type de souci-là, enfin depuis toujours si j'ai une malformation, mais après je me dis, comme j'ai pris beaucoup de poids avec l'hypothyroïdie, peut-être qu'en fait ma veine, elle est confie dans la graisse, et que maintenant je suis trop grosse, et que ma veine, là, elle commence à être trop comprimée, quoi. Dans ma tête, c'est ça. Et donc je prends rendez-vous pour un scanner, et j'ai rendez-vous 1 mois et demi plus tard. Donc là, on arrive il y a 3 semaines en arrière. Donc il y a 3 semaines, je me rends pour faire mon scanner de l'épaule avec dans l'idée que j'ai l'artère qui doit être pincée quelque part. Je fais le scanner et à la fin du scanner, je suis convoquée par le médecin qui gère le scan et qui me dit, voilà, Madame Colombe, il me montre le scanner et il me dit, voyez là, vous avez une masse à l'apex du poumon qui fait 7 cm. Je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est un cancer ou pas. Dans tous les cas, il faut l'enlever, parce que ça vient toucher votre poumon et comme vous pouvez le voir, on voit la boule et on voit l'artère qui du coup est poussée et qui fait le tour comme ça. Et il me dit, en fait, ça vient comprimer donc votre artère, ce qui fait que parfois vous avez le bras bleu en fonction des positions. Et il me dit, et le truc c'est que c'est posé sur le poumon. Et en fait, j'ai découvert l'anatomie, les poumons, ils viennent jusque sous les clavicules. Donc là, on a le creux de la clavicule et en fait, juste en dessous, on a la pointe des poumons. Et moi, j'ai ce qu'on appelle l'apex du poumon qui est touché, c'est-à-dire la pointe du poumon droit. Et qui va me causer d'autres soucis que je vais apprendre l'après-midi même de ce scanner. Donc j'ai rendez-vous l'après-midi même avec ma médecin traitante qui regarde le scanner, qui je vois changer un petit peu de tête, s'attendait pas forcément à ça, d'autant plus que c'est une toute nouvelle médecin traitant puisque je l'ai trouvée quelques temps avant. Elle venait de me recevoir une semaine avant puisqu'on faisait le premier point ensemble pour pouvoir justement être suivie chez elle. Donc elle a aussi rencontré mes enfants, mon mari, puisque j'ai demandé à ce que toute la famille soit suivie. Voilà, je me dis, je pars sur de nouvelles bases avec une nouvelle médecin. Elle vient de découvrir mon dossier et là je la revois une semaine après. Elle a mon dossier et là je la vois un peu mine déconfite. Et puis elle me dit, venez vous asseoir, on va faire un petit bilan complémentaire. Et donc elle me regarde et puis elle me dit, est-ce que vous vous êtes rendu compte, madame, que vous aviez la paupière droite qui tombe ?
Je dis bah oui, figurez-vous qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, je me suis aperçue que j'avais la paupière qui se fermait et qu'elle couvrait en fait la partie marron de mon œil, alors que sur la partie gauche, en fait, je vois la totalité de la partie marron de mon œil, mais sur la partie droite, bah, il y a une partie qui est cachée. J'ai dit, mais moi je pensais que c'est parce que j'ai vieilli, je vais avoir 39 ans, voilà, l'année dernière je me suis dit, bah tu t'approches tranquillement de la quarantaine, tu commences à voir la figure qui se décompose et donc bah, t'as la paupière qui tombe, je vieillis mal quoi. Et puis elle prend une lumière, elle me la passe devant les yeux et tout ça, puis au bout d'un moment elle me dit, est-ce que vous êtes aussi rendu compte que la pupille droite reste petite? Je dis non, donc elle prend un miroir. Elle me montre lumière, pas lumière, et en fait, effectivement, j'ai la pupille droite qui ne se dilate plus, elle reste tout le temps petite, alors que la gauche, en fonction des stimuli, elle va se contracter ou se rétracter. On se rend compte que bah, ça vient toucher aussi mon nerf facial, donc c'est des symptômes qui sont connus, c'est le syndrome de je sais plus trop quoi, et en gros, quand on a une tumeur sur l'apex du poumon, il peut arriver donc que ça comprime l'artère et que ça comprime en fait le nerf facial. Un cancer du poumon qui est très rare, qui touche genre moins de 5% des gens qui sont touchés par les cancers du poumon. Donc j'ai vraiment au loto des maladies, moi je n'ai que des trucs improbables. Maintenant, est-ce qu'il est grave, est-ce qu'il est pas grave, est-ce qu'il est... Voilà, est-ce qu'il peut se métastaser, etc. Ça je ne sais pas encore. Il s'avère que dans la foulée, 2 jours après, j'ai rencontré une oncologue qui, elle, a été ultra alarmiste. Je suis rentrée dans son cabinet, elle m'a dit, voilà Madame Colombe, vous avez jusqu'à preuve du contraire un cancer du poumon, on va faire immédiatement une biopsie. Alors immédiatement, c'est dans les 2-3 jours qui suivent. Et elle me dit, et on attaque tout de suite les rayons, quoi. Dès la semaine prochaine, on envoie les rayons parce que là, il ne faut pas attendre. Ok. Et en fait, elle était prête à ne pas attendre que j'ai les résultats de la biopsie et attaquer directement les rayons. D'accord. Alors, moi, je suis un peu bête et disciplinée. J'ose pas contrarier les gens. Donc, en fait, j'ose pas m'opposer à certaines choses par rapport au domaine médical. Alors que je sais qu'à chaque fois, mon expérience m'a donné raison de m'accrocher, de pousser, etc., d'investiguer et d'aller voir d'autres médecins parce que, jusqu'à ce que quelqu'un m'écoute, parce qu'à chaque fois, ça s'est avéré payant et c'est là qu'on a pu trouver ce que j'avais et donc m'opérer, etc. Comme quand j'ai eu ma fistule, il a fallu plus de 18 mois pour qu'il y ait enfin un médecin compétent qui décèle que c'était une fistule alors que pourtant, c'est pas un truc inconnu au bataillon, hein, je veux dire, mais moi, tous les médecins que j'ai rencontrés dans plein de spécialités différentes, personne n'a su dire que c'était une fistule. Un truc de fou. Bref. Et ce jour-là, je passe au boulot pour récupérer quelques affaires parce que j'étais déjà en maladie depuis quelques jours par rapport à mon état de santé psychologique qui était vachement dégradé parce que j'étais très fatiguée, ça n'allait pas du tout. Et au boulot, une de mes manas me dit te fais pas suivre là où tu as vu l'oncologue, fais-toi suivre sur Clermont-Ferrand. Et donc je recherche et je sais qu'à Marseille, on a un institut qui est spécialisé dans le cancer qui s'appelle Paoli Calmette. Et j'essaie de regarder s'il y a un équivalent dans ma région. Et effectivement, je trouve qu'il y a un équivalent. Et donc j'appelle et je dis voilà, il m'arrive ça et ça, est-ce que vous pourriez me recevoir? Et j'ai une pneumo du centre spécialisé qui me dit bah, je vous reçois rapidement, venez avec vos examens, on fait un point. Et donc là, la pneumo, elle est vachement plus encourageante et elle m'explique que on va pas faire de rayon tout de suite, on va déjà faire la ponction. Donc elle voit que ça m'a été prescrit, sauf que elle me dit, bah le problème c'est que déjà la ponction, vous allez la faire chez nous, parce que l'hôpital où vous avez été accueilli en premier, ils n'ont pas le matériel pour, il n'y a que nous qui pouvons vous faire certains examens. Et la ponction qu'on vous a prescrit, il faut faire des trucs complémentaires qui vont être faits chez nous. Donc si vous êtes d'accord, on peut tout faire ici. Et je lui dis, bah oui, moi c'est ce que je cherche, mais voilà, je sais pas, je veux pas vexer l'oncologue qui m'a reçu, elle avait l'air hyper pressée et tout ça, mais en même temps, je veux pas aller trop vite, je veux pas qu'on fasse n'importe quoi. Et elle me dit, non, on fait pas de rayon tant qu'on ne sait pas par quoi vous êtes touché exactement. Parce que si c'est un cancer qui métastase, on risque de faire des bêtises. Si ça métastase pas, on peut prendre ça peut-être par un autre bout que commencer directement par les rayons. On peut peut-être attaquer par une petite chimio de 3 mois. Elle me dit en fait, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne touche à rien. Parce qu'elle me dit le problème c'est que ça vient toucher votre poumon et que
si on vient abîmer des parties saines de votre poumon ou quoi ou qu'est-ce, en fait c'est grave. Donc elle me dit il faut d'abord qu'on puisse savoir exactement ce que c'est pour savoir par quel bout le prendre et ensuite, si les rayons sont nécessaires, on les fera. Mais elle m'a dit globalement, là ça nécessite plutôt de démarrer par une chimio. Il y aura peut-être une ablation qui pourra être faite en fonction du type de cancer qui est détecté, en fonction de plein de choses. Elle me dit donc voilà, on ne peut pas s'avancer sur un protocole médical. Elle me dit d'abord, il y a des examens complémentaires à faire. Donc cette fameuse ponction avec tout ce qui va avec. Elle me dit un TEP scan pour pouvoir voir les cellules actives. Elle me dit une IRM, etc. Donc il y a beaucoup d'informations qui arrivent et à un moment donné, elle me dit une fois qu'on a tous les éléments, on passe votre dossier en commission. Et là, je me mets à pleurer et je lui dis en fait, ça veut dire que peut-être vous n'allez pas me soigner ici. Ça veut dire qu'il va falloir qu'après je retourne là où j'étais en premier. Elle me dit non, passer en commission, ça veut pas dire qu'on choisit. Elle me dit qu'on choisit si on va vous soigner ou pas. Elle me dit vous allez être soigné ici. Elle me dit passer en commission, ça veut dire qu'on réunit plein de médecins différents dans plein de services. Donc oncologue, elle me dit moi qui serait la pneumo puisque le poumon est touché, des médecins spécialisés en angio parce qu'il y a une artère qui est touchée, par les nerfs, les médecins spécialisés dans les scanners, etc. Tous ceux qui s'occupent de préparer les chimios, les rayons et tout ça. On se réunit tous, on prend votre dossier une fois qu'il est complet et là on regarde par quel bout on l'attaque. Elle me dit c'est ça, passer en conseil. Et donc du coup je suis soulagée parce qu'en fait je me voyais dire à l'oncologue en fait vous n'allez pas me suivre, je préfère aller dans un hôpital spécialisé. Et je me voyais devoir retourner la queue entre les jambes en disant finalement ils me prennent pas, il va falloir que vous me soigniez. J'étais super mal à l'aise en fait. Et elle me dit non mais c'est pas ça. Et elle a vraiment été super cette médecin. Elle m'a dit Madame Colombe, ici vous avez la chance, on est en France, vous avez le droit de choisir où vous allez être soigné. Donc si vous voulez pas être soigné par un médecin, vous laissez tomber et c'est pas un médecin qui vous a vu une fois. Faut pas vous prendre la tête avec ça. Et en fait ça m'a enlevé un poids, j'ai eu tellement de crainte en fait, j'aime tellement pas faire de la peine aux gens, c'est bizarre ce que je dis mais voilà. Du coup j'étais soulagée. L'après-midi elle m'a appelé 2 fois, cette pneumologue, pour me dire qu'elle avait déjà montré mon premier scanner à différents médecins dans différentes spécialités et qu'ils avaient été plutôt encourageants parce que ça pourrait ressembler à un cancer de bas grade. Alors là, peut-être que je vais dire des bêtises parce que pour le moment, je m'y connais pas encore. Malheureusement, je pense que je vais m'y connaître prochainement, mais en gros, elle me disait que c'était un cancer qui n'était pas forcément très très agressif. Ça reste un cancer qu'il faut éliminer, mais qui a priori ne métastaserait pas et qui pourrait être traité avec un traitement potentiellement moins lourd qu'un cancer qui métastase. Et que ce qui était bon signe également, c'est qu'il y avait des calcifications à l'intérieur. Elle me dit on n'est pas pressé dans le temps, dans le sens où l'oncologue elle voulait vous faire les rayons la semaine d'après. Elle me dit on a le temps de faire les examens, etc. parce que la calcification c'est le signe de quelque chose qui évolue lentement. Elle me dit mais il faut quand même qu'on s'en occupe. Et elle me dit autre chose d'important, c'est que de ce qui est visible sur le scanner que j'ai passé au départ, c'est qu'a priori, il n'y aurait pas de ganglions touchés. Ça passe à côté. Donc elle m'a dit, ça c'est un très bon signe parce que ce que j'aurais compris, c'est que c'est les ganglions qui sont la porte ouverte aux métastases puisque ça vient faire circuler les cellules tumorales ailleurs. Donc elle m'a dit, maintenant on va venir investiguer plus pour vérifier ça. Et surtout, ce qui va être déterminant, c'est la ponction qui va vraiment nous permettre de savoir exactement le type de cellules cancéreuses qui sont là. Elle me dit après, il y a aussi une probabilité infime, mais il y a quand même une probabilité que ce soit une espèce de kyste. Elle m'a dit en tout cas quelque chose de on ne sait pas trop, d'indéterminé, qui soit pas forcément cancéreux. Elle m'a dit mais il faut dans tous les cas qu'on l'enlève et ça peut passer justement par quand même une chimio et des rayons parce que pour pouvoir le réduire, pour pouvoir l'enlever, il faut un traitement. Mais elle me dit voilà, c'est plutôt en fait entre les deux, entre le cancer grave et entre le truc chelou bénin. Elle me dit c'est plutôt bas grade, donc un cancer mais qui n'évoluerait pas après en métastase. Enfin, moi ce qui m'inquiète c'est que j'ai quand même l'artère qui vient
être poussée. J'ai quand même les nerfs du visage côté droit qui sont touchés. Et si une opération doit avoir lieu, etc., j'espère que j'aurai pas de séquelles et que je pourrai me servir de mon bras, que j'aurai pas une paralysie faciale ou quelque chose comme ça. Enfin, j'espère que la prise en charge évitera ce genre de choses. Après, si c'est que ça, on va dire c'est un moindre mal. Si on peut m'enlever ça, même si je passe par de longs traitements de chimio, etc., et que ce qu'il en résulte, c'est une paralysie faciale, bah voilà, tant pis. Enfin, je veux dire, j'accepte. Je peux pas tout avoir non plus. Enfin, je sais pas, mais voilà. Donc, j'essaie de me conditionner dans le fait que je peux avoir des séquelles, que ça peut être très grave, comme ça peut être bénin, mais avoir quand même un traitement pour l'enlever derrière parce que c'est gros. 7 cm, c'est gros. Dans tous les cas, j'ai des examens complémentaires à faire et il y a autre chose aussi d'important, c'est que moi je ne fume pas. Donc elle m'a dit que ce qui était quand même très bizarre, c'est d'avoir à mon âge, en ne fumant pas, un cancer de l'apex du poumon pour quelqu'un qui ne fume pas. Donc elle m'a dit il faut quand même qu'on s'assure qu'il n'y ait pas une maladie auto-immune derrière qui déclenche ce type de masse ou un terrain en fait au niveau ADN ou quelque chose comme ça qui crée ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai eu un kyste aussi énorme qui était contre l'urètre. J'ai passé des IRM, j'ai fait beaucoup d'examens, d'uro, etc. On n'a jamais su ce que c'était. Est-ce que ça fait aussi partie du lot? Et est-ce que là c'est pareil, une espèce de kyste, mais bizarre parce qu'elle me dit qu'un kyste, il n'y a pas de calcification à l'intérieur. Donc voilà, on ne sait pas. Dans tous les cas, il y a des investigations à faire parce que c'est pas normal que j'ai ça. Et elle me dit qu'en plus, avec les recherches qu'ils vont faire, ils vont justement pouvoir savoir pourquoi j'ai développé cette tumeur à cet endroit. En n'étant pas fumeuse. Est-ce que ça vient peut-être, je sais pas, j'ai été au contact de quelque chose de toxique qui aurait pu me faire développer ce cancer? Est-ce que ça peut être le tabagisme passif? Parce que moi je suis une enfant des années 90. Moi ma mère elle fumait, alors je l'incrimine pas, attention, mais moi ma mère elle fumait à la maison, elle fumait dans la voiture quand j'étais dans la voiture. T'allais au McDo, les gens ils fumaient au McDo, dans le McDo, en dehors du McDo, les gens ils fumaient dans les salles de cinéma, les gens ils fumaient dans les hôpitaux, les gens fumaient partout. Donc est-ce que je suis pas une victime du tabagisme passif? J'ai fumé un tout petit peu entre mes 19 et mes 23 ans. Vraiment un tout petit peu de façon épisodique et vraiment des toutes petites phases où je fumais parce qu'en fait j'ai jamais aimé fumer, je fumais plutôt pour le style. Je suis honnête, hein. Je fumais plutôt pour le style, je fumais des 120S, voilà, pour faire un peu, voilà, avoir un peu de style, etc. Mais j'aimais pas ça. Je pouvais pas genre fumer plusieurs cigarettes d'affilée parce que ça me rendait malade. Genre, vraiment, j'en étais malade, je vomissais. Comme si j'avais pris une énorme cuite alors que je fumais juste des cigarettes. Je n'ai jamais fumé d'herbe ou de choses comme ça. Je me suis vraiment arrêtée aux cigarettes et ça a été vraiment de façon épisodique pendant quelques semaines ou quelques mois, à quelques périodes, donc vraiment rien de fou. Donc voilà, le truc c'est que maintenant il faut savoir d'où ça vient. Voilà, voilou. Je ferai d'autres vidéos avec un peu plus de vlogging, etc. S'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde parce que je suis au tout début du process, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me permettra de faire des épisodes un peu plus complets, d'autant plus que je vais aborder, je pense, un épisode sur la partie administrative parce que je pense que ça peut être intéressant si vous avez malheureusement un jour ce type de parcours ou qu'un de vos proches a ce type de parcours. Peut-être que ça peut vous aider aussi parce que moi j'ai jamais entendu parler des démarches administratives, etc. Va falloir que je me renseigne aussi par rapport à mon arrêt maladie parce que pour le moment je suis en arrêt maladie pour d'autres choses, mais là je vais sûrement passer en arrêt maladie pour le cancer, donc ça va déclencher des nouvelles choses au niveau administratif, au niveau des aides auxquelles je vais avoir droit. Bref, tout ça va falloir que je m'y penche, donc je ferai peut-être une vidéo sur ça. Aussi, par exemple, des trucs tout bêtes, mais comment classer mon dossier pour pouvoir avoir mon dossier toujours avec moi, mais avoir pas tout un amas de papier. Donc j'ai pris un trieur. Donc je ferai peut-être une petite vidéo ou une séquence où je montrerai comment je classe tout, je trie tout pour toujours tout avoir, mais pouvoir retrouver facilement les éléments. Comment ça se passe aussi à la maison avec les enfants, puisque j'ai expliqué aux enfants, mais ça je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet. Voilà.
Bref, il y a plein de choses qui vont arriver. S'il y a des éléments particuliers dont vous voulez qu'on parle ou que vous voulez que je me note dans un coin pour pouvoir en parler plus tard quand j'en serai à ces étapes-là, n'hésitez pas à me noter tout ça en commentaire. Voilà, allez, sur ce, j'arrête parce que là, ça fait tout ça de temps que je discute. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.